Février qui est le mois où nous célébrons l'histoire des communautés noires. Pour savoir pourquoi est-ce que nous célébrons l'histoire des communautés noires, il faudrait remonter depuis son origine aux États-Unis. Donc l'histoire des communautés noires tire l'origine de la semaine de l'histoire des Noirs. La semaine de l'histoire des Noirs qui a été initiée par un Afro-Américain qui a beaucoup milité pour la libération des esclaves, pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, le docteur Carter. Donc, il a fait cette semaine pour montrer aux autres la culture des Noirs, pour permettre aux autres de connaître leur histoire, donc pour combattre aussi un peu les préjugés. Et il a choisi ce mois de Noir en référence à l'année de naissance, au mois de naissance du président Abraham Lincoln, qui est né au mois de février, pardon. Donc ça se passait, la semaine de l'histoire des Noirs se passait en général la deuxième semaine de février, et ça s'est répandu un peu dans le pays, et les communautés noires essayaient de faire des événements pour parler de leur culture, pour s'ouvrir, pour parler de leur histoire, pour se faire connaître, et l'événement s'est étendu, la semaine s'est étirée en mois, mais c'est seulement en 1977 que le Congrès américain a instauré officiellement le mois de février comme étant le mois de l'histoire des Noirs. Et ici au Canada, c'est en 1995 que la Chambre des communes a officiellement reconnu le mois de février comme le mois de l'histoire des Noirs. Et plus près de nous au Québec, c'est en 2006 que l'Assemblée nationale a reconnu ce mois de février comme le mois de l'histoire des Noirs. L'histoire des mois des Noirs, c'est une occasion pour nous aussi de pouvoir faire connaître la culture des Noirs à d'autres peuples et combattre ainsi les préjugés, parce que les préjugés vont toujours de l'ignorance. Et combattre les préjugés, justement, c'est l'une des missions de BAI, Bienvenue à l'immigrant. Bienvenue à l'immigrant, qui est une organisation à but non lucratif, qui a été créée par Madame Henriette Mbondo. Bienvenue à l'immigrant accueille les immigrants, les aide à mieux s'intégrer, les aide à se faire connaître pour justement ainsi combattre les préjugés. C'est la raison pour laquelle, en ce mois de février, où nous fêtons justement l'histoire des mois de Noirs, Bienvenue à l'immigrant ne pouvait ne pas faire quelque chose, faire des événements, ou bien, comme par exemple aujourd'hui, faire connaître l'histoire des personnes noires, immigrantes, leur histoire inspirante, pour pouvoir en inspirer d'autres. Des personnes inspirantes comme Madame Sophia Astani, que nous avons sur le plateau aujourd'hui avec nous, qui va nous parler de son histoire, qui va nous parler de son parcours et de comment est-ce qu'elle perçoit aussi l'histoire des Noirs. Madame Sophia, bonjour. Bonjour Evelyne, merci de me recevoir. Bonjour. Alors, je peux vous appeler Sophia? Bien sûr, Sophia. Ok. Donc, Sophia, vous êtes originaire des îles Comores, de l'archipel des îles Comores, qui se trouve tout près de Madagascar, c'est au sud-est de l'Afrique, c'est ça, dans l'océan Indien. Donc, votre parcours d'immigrante commence en France, oui, au sud de la France. Vous avez passé toute votre enfance avec votre famille. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Vous avez fait vos études évidemment en France, sanctionnées par une licence en sciences physiques et chimie. Et une maîtrise. Et un master en génie industriel. Un master en génie industriel. Exact. Donc, et vous êtes arrivé au Canada en 2015? En 2014. En 2014. Et en 2015, vous faites un AEC, c'est ça? Oui. Un AEC en technique de laboratoire, plus précisément en chimie analytique, à Montréal, justement parce que, vous savez, quand on arrive avec nos diplômes de l'étranger, ils ne savent pas trop, ils ne connaissent pas trop c'est quoi exactement l'équivalence. Donc, c'est toujours mieux d'avoir une expérience québécoise, même dans les études. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette AEC. Ok. Et en 2021, vous vous lancez en entrepreneuriat
et vous mettez sur pied votre propre entreprise, une entreprise de cosmétiques, les soins de Ménia. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est ça, c'est exactement ça. Alors, on vous reçoit, Béaï vous reçoit aujourd'hui sur son plateau en ce mois de Noirs pour parler de l'histoire des Noirs, pour faire connaître aux gens des personnes inspirantes comme vous, parce que les communautés noires, et pas seulement, peuvent s'inspirer de votre parcours, peuvent s'inspirer de ce qui a fait votre force pour pouvoir eux aussi s'intégrer dans la société. Alors, pour commencer, qu'est-ce que représente l'histoire des Noirs pour vous? Alors, l'histoire des Noirs, moi de l'histoire des Noirs, pour moi, c'est très important parce que c'est un devoir de mémoire, c'est un devoir de commémoration pour nous, mais aussi pour les générations futures. C'est-à-dire que on doit transmettre ce que les personnes historiques ont fait et qui appartiennent à la communauté noire, et justement pour que nos enfants, la jeunesse, se sentent fiers d'être noirs dans toute sa globalité. Parce que souvent, malheureusement, c'est pas l'histoire raconte ce qu'elle veut, et la communauté noire, on est un peu laissé, on va dire, pour un peu à côté. On est moins visible, on va dire, dans l'histoire globale qu'on peut apprendre à l'école. Et donc, nous, en tant que communauté noire et en tant que parents d'enfants noirs, on doit transmettre notre culture et cette fierté d'être noir. Donc, si je vous comprends bien, l'histoire, tu le racontais du point de vue de la personne qui la raconte. Exactement. Donc, l'histoire des mois de Noirs, si je comprends bien pour vous, c'est l'occasion de faire connaître les personnes noires que l'histoire tente d'oublier, pour faire comprendre à nos enfants que voilà des personnes inspirantes, les Noirs sont capables de ci, sont capables de ça, voilà les choses qu'ils ont fait. Okay. Et pour qu'ils puissent s'en inspirer, pour pouvoir porter aussi leur voix. Oui, exactement. Et puis, il y a tellement de personnes historiques qui ont révolutionné vraiment l'humanité, pas que l'histoire des Noirs, mais l'histoire de l'humanité, qui ont tellement révolutionné et qu'on en bénéficie en tant qu'héritage tous les jours, mais qu'on ne sait pas, on n'est pas du tout au courant. Et donc, si nous-mêmes, on ne souligne pas ces personnes-là, personne ne va le faire à notre place. En effet. Donc, ceci m'amène à ma deuxième question. Vous savez que presque tous les ans, il y a un thème. Oui. Et le thème de cette année, c'est en février, célébrons l'histoire de la communauté noire aujourd'hui et tous les jours. Mm-hmm. Qu'est-ce qui résonne en vous à l'évocation de ce thème? Pour moi, ça va vraiment, ça va dans le sens, c'est tout à fait normal, je veux dire, parce que l'histoire des Noirs fait partie de l'histoire de l'humanité, et donc la finalité, c'est qu'on n'est pas de mois de l'histoire des Noirs, mais qu'on parle des Noirs tout le temps, et pas juste en février. Donc, ce thème-là, c'est comme une vision, c'est comme la finalité de tout ce qu'on est en train de faire jusqu'à présent et que ce que nos ancêtres ont fait jusqu'à présent, de commémorer, de transmettre. On doit le transmettre, mais tout le temps. Pas que le mois de l'histoire des Noirs, mais c'est bien de le souligner parce qu'il faut faire un effort. C'est encore beaucoup de travail à faire. Effectivement, c'est encore beaucoup de travail à faire. Oui. Alors, comment vivez-vous ce mois de Noirs? Vous, en tant que personne immigrante, en tant que femme de couleur, et comment vous vivez ça dans votre travail, dans votre vie de tous les jours et à la maison même? Moi, je transmets à mes enfants la fierté. La fierté d'être noire, la fierté justement de toutes ces personnes historiques tout au long de l'année, pas forcément que le mois de l'histoire des Noirs. Et donc, je leur dis, ok, vous savez qu'il y avait tel scientifique, c'était le premier scientifique connu, documenté, qui a révolutionné la médecine, qui a révolutionné l'architecture. Il s'appelle Imhotep. Est-ce que tu le connais? Donc, faut dire que oui, c'est un noir comme nous. Et encore plus récent, on en a tellement. Je vais prendre le plus récent que j'ai découvert cette année. C'est la docteure Patricia Erabat, qui a justement inventé un système pour soigner la cataracte sans douleur. Et là, tout le monde profite de ça. Je veux dire, il n'y a personne qui profite. Et c'est une femme noire. Donc, chaque année, je pense, tous les jours, on va en découvrir. Mais c'est à nous de faire l'effort de les découvrir parce que personne ne les met forcément en lumière. Donc, moi, cette année, j'ai découvert cette madame et j'étais vraiment enchantée et ébahie de pouvoir dire, regarde, c'est une madame qui
qui a inventé quelque chose dans notre vivant, de notre vivant. Mais au niveau de votre famille, avec vos enfants, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous essayez de raconter à vos enfants ce que les personnes ont fait pour révolutionner le monde, Oui. pour révolutionner l'histoire? Oui, oui, oui. On a un calendrier et chaque mois, on met en un personnage noir et donc on explique l'histoire de ce personnage-là, que ce soit par exemple la reine Ndinga du royaume de l'Empire Congo. On explique qu'elle a résisté contre l'invasion des Portugais, que jusqu'à la fin de sa vie, elle était au combat. Que des personnages inspirants pour leur expliquer que oui, les Noirs, c'est vrai qu'on n'est pas assez visible dans la sphère médiatique, peut-être, mainstream, je dirais, mais que dans la réalité, on a beaucoup apporté à l'humanité, pas que pour la communauté noire. Mais est-ce que vous pensez que ça a un effet positif? Oh oui, ok. Je le vois à travers les yeux de ma fille, les yeux de mon fils. C'est sûr que c'est du travail parce que bon, on est dans une société où on est quand même minoritaire, donc il y a d'autres personnes, d'autres critères qui sont plus mis en valeur, mais c'est à nous de rappeler tous les jours que non, ils sont beaux comme ils sont, que leurs ancêtres ont fait ça, etc. Ils ont de la valeur. Oui, toujours. Vraiment, vous êtes une femme vraiment inspirante. Alors, vous avez monté votre propre entreprise, c'est-à-dire que vous avez eu un parcours de femme entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, de votre entreprise? Et certainement, vous avez dû rencontrer des défis sur votre chemin. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les stratégies que vous avez adoptées pour surmonter ces défis, pour pouvoir rendre votre entreprise fonctionnelle? Ok. Des défis en tant que femme de couleur. Oui. Alors, en fait, j'ai toujours voulu entreprendre après la naissance de mon fils. Je savais que je voulais entreprendre, que je voulais laisser un héritage à mes enfants, à la communauté. Ça, c'était clair. Mais je ne savais pas quoi exactement. Donc, ça, c'est une autre chose. Mais comment j'en suis arrivée justement à mettre à bout mon projet, c'est en cherchant à m'entourer des gens qui avaient déjà l'expérience en entrepreneuriat. Parce que moi, j'en avais pas. Et en plus de ça, ce qui est quand même génial à Montréal, c'est qu'il y a des groupes pour justement les immigrants, pour la communauté ethnoculturelle noire ou même d'autres communautés, pour justement nous apprendre l'entrepreneuriat. Et donc c'est comme ça que je me suis approchée de ces organismes-là pour apprendre. Et ce qui m'a permis aussi de bâtir un réseau, de connaître des gens comme Madame Henriette Ndondo. Oui, c'est ça. C'est comme ça que j'ai fait, c'est en m'entourant et en me rapprochant des gens qui avaient déjà l'expérience, les compétences à nous transmettre pour l'entrepreneuriat. C'est ça. Donc, c'est comme ça que j'ai pu justement rédiger un plan d'affaires parce que je ne savais pas c'était quoi un plan d'affaires avant de cogner à leur porte. Donc il faut mettre tout ça en place. Puis aussi, il y a le côté, oui, je fais partie de la communauté noire, mais je suis aussi une femme. Donc, je me suis aussi rapprochée d'organismes qui aident les femmes justement à entreprendre, qui les encouragent à valider leurs idées d'entreprise. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, des incubateurs que j'ai approchés. Mais est-ce que vous n'avez pas rencontré d'obstacles en tant que femme, justement? Non, malheureusement. Ben, en tant que femme, non, parce que j'en ai fait une force. Okay. En fait, c'est que je me suis dit, ok, on est dans cette société. Mais ça, c'est depuis toujours. C'est ok, on est dans une société comme ça, comment je fais pour m'en sortir? Qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Ça a toujours été comme ça dans ma vie, depuis toute petite. On est dans un système comme ça, ok, on va trouver des solutions. Qu'est-ce que je peux faire pour avancer là où je veux? Qu'est-ce que vous avez fait? Ben justement, pour l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est m'entourer des gens qui connaissent l'écosystème entrepreneurial à Montréal. Et puis ces gens-là, ben, ils ont un réseau. Donc ça permet d'ouvrir des portes, que ce soit pour le financement, que ce soit justement par rapport au comment rédiger un plan d'affaires. Parce que pour avoir un financement, il faut d'abord avoir rédigé son plan d'affaires. Donc si
ton plan n'est pas structuré, n'est pas clair, ben, forcément, ça ne peut pas aspirer à de la confiance. Donc déjà, il faut, auprès des financiers, que tu arrives à vraiment transmettre qu'est-ce que tu veux pour ton projet, c'est quoi les missions, c'est quoi les valeurs, même au niveau financier, c'est quoi tes prévisions financières, avant de pouvoir avoir de la confiance auprès de ceux qui peuvent te financer le projet. Et votre entreprise, c'est quoi sa mission? La mission de mon entreprise, eh bien, dans les soins de Ménéa, en fait, ce que je veux, c'est offrir des soins corporels, naturels. Mais la mission, c'est vraiment de contribuer à améliorer la santé de la peau de tous, mais dès le plus jeune âge, avec des produits qui sont respectueux de leur santé. Parce que souvent, on utilise des produits où on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans, on ne connaît pas les effets secondaires. Et si on commence dès le plus jeune âge, ben, on va se retrouver plus tard avec des conséquences graves. Et on ne va même pas imaginer qu'en fait, ça provenait des produits qu'on utilisait depuis qu'on était petit. Donc, je vais revenir un peu en arrière. Les soins de Ménéa, justement, c'est né à partir de ça. C'est né à partir de cette prise de conscience. Parce que justement, mon fils, quand il avait à peu près 1 mois et demi, 2 mois, il avait des problèmes de peau sèche. Franchement, c'était vraiment difficile de trouver quelque chose qui allait hydrater, apporter la protection de la peau. Et puis, bon, avec les médecins, on va te recommander certaines choses, mais quand je voyais ce qu'il y avait dans la crème, ça ne m'inspirait pas confiance. Je me dis, je ne peux pas mettre ça à un enfant qui a à peine 2 mois. Non, pour moi, c'était trop agressif, c'était trop dangereux. Donc, en plus, j'ai le côté scientifique, là, la déformation scientifique de la chimiste qui va regarder ce qu'il y a derrière. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, c'est sûr qu'il y a quelque chose à apporter dans ce domaine-là. Et pourquoi pas le faire et l'apporter à ma juste, juste hauteur ou juste à mon échelle, quoi. Vous êtes trop modeste. Il y a des gens qui certainement veulent se lancer en business, comme on dit, mais qui ne savent pas quoi faire. Et à écouter votre histoire, l'idée des business, ça peut être autour de nous. Ça peut être, ça peut partir des situations que nous vivons. Donc, d'un problème qui est posé et que nous voulons y apporter une solution. Donc, ça peut partir de là pour naître un business. Exactement. Le business, c'est comme on a beaucoup entendu, il faut régler un problème. Il faut trouver une solution à un problème qui existe. Peu importe le problème, mais si tu as un problème, c'est qu'il y a une solution, donc il y a une opportunité de business derrière. Donc, c'est vraiment ça. Puis, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Je ne sais pas comment. Ok. Ceci m'amène à ma dernière question. Je vais pas vous retenir très longtemps. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire au cours de votre parcours ce sur quoi vous vous êtes accroché pour aller jusqu'au bout, pour ne pas abandonner en cours de route? Mes enfants, parce que je tiens vraiment à leur laisser, à leur montrer que c'est possible et à leur laisser un héritage comme quoi, regardez maman ce qu'elle a fait, donc vous êtes capable encore de plus. Et mes parents, parce que mes parents sont partis vraiment de rien. J'ai un père extraordinaire, je suis une fille à papa, désolée, c'est comme ça. J'ai un père extraordinaire qui a émigré justement en France, qui n'a pas fait d'études, mais pourtant qui n'a pas fait d'études, mais qui a d'un leadership et d'une intelligence. Il a réussi avec ses peu de moyens, avec sa communauté, à créer une maternité dans son village natal. Donc, rien que ça, là, tu te dis, toi, la fille de ce monsieur, tu peux pas juste ne pas continuer à léguer quelque chose, parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui naissent dans cette maternité. Donc, il faut transmettre. On est là pour transmettre quelque chose, pour donner quelque chose. Et c'est ce que je veux faire pour mes enfants, pour ma famille, pour la communauté. Est-ce que dans votre vie de tous les jours, les femmes entrepreneurs, est-ce que vous ne vous sentez pas souvent essoufflée? Oui, parce que on a notre quotidien en tant que maman, en tant que professionnelle, il y en a qui travaillent aussi, puisque avant, pendant que je me formais en entrepreneuriat, je travaillais en parallèle. Donc, il faut vraiment avoir une organisation presque militaire pour pouvoir tout tenir en 24 heures. Et en plus, c'est même pas 24 heures, puisqu'on dort aussi. Il y a une partie où on dort.
Donc oui, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on est, comme tu dis, essoufflé. Ben, ça veut dire que c'est des signes. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter, qu'il faut prendre du recul, qu'il faut se reposer. Parce que sinon, on ne pourra pas aller plus loin. Donc il faut savoir écouter son corps. C'est difficile parce que des fois, on n'arrive pas à lâcher prise, mais il le faut. Il y a un moment donné, il faut lâcher prise, prendre une pause pour mieux repartir. Question bonus. Oui. Si, admettons qu'on vous dit, OK, on repart en arrière, on vous donne la possibilité de recommencer. Est-ce qu'il y a des choses que vous ferez différemment? Si oui, quoi? Et comment est-ce que vous ferez ces choses? Franchement, je remercie le bon Dieu. Jusqu'à présent, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Je pourrais pas... C'est sûr qu'on devrait toujours être beaucoup mieux organisé, gérer mieux son temps, optimiser son temps au maximum. Mais après, c'est ça, ça fait partie de la vie. On n'est pas des robots, là. Il y a des gens autour de nous, il y a des choses qui se passent, donc il faut composer avec. Non, 2021, ça a été une belle année pour moi en termes d'accomplissement, de rencontres, de personnes extraordinaires. Donc, je ne peux pas retourner en arrière. Non. Ok, donc une question super bonus. Oui, volontiers. Alors, les gens qui nous regardent, il y a certainement des jeunes filles, des jeunes femmes aussi qui ont peut-être des idées de business, qui voudraient se lancer, qui ne voudraient pas, elles hésitent. Qu'est-ce que vous direz à ces personnes? Qu'elles aillent voir des organismes, justement, qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont des compétences entrepreneuriales, qui peuvent valider leurs idées. Parce que des fois, on est dans notre tête, on est dans notre salon, on a des rêves, mais on n'ose même pas en parler parce qu'on ne va peut-être pas être compris par rapport à notre entourage. Alors, maintenant, avec Internet, on peut trouver tellement d'informations, tellement de ressources. Donc, essayer de se rapprocher des compétences à ce niveau-là pour juste valider notre idée, pouvoir partager, verbaliser. Parce que souvent, on garde ça en nous, on n'ose pas, on a peur d'être jugé des fois, ou alors même d'être pas comprise du tout. Donc, c'est mieux de se rapprocher des gens qui connaissent ou qui peuvent t'aider à te dire « Ah ben oui, c'est une bonne idée » ou « Ah, peut-être que si tu le regardais dans cet angle-là, qu'est-ce que tu en penses ?» Pour avoir juste une ouverture d'esprit face à nous, pas forcément juste l'incompréhension. D'accord. Mais côté savoir-être, ou bien côté attitude, qu'est-ce que vous donnerez comme clé? Ok. Alors déjà, la détermination, il faut toujours rester... Ok, on a un objectif, il faut rester focus sur cet objectif. Peu importe le chemin qu'on va prendre, parce que c'est la vie, hein, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des événements qui peuvent arriver, mais on doit se dire, c'est là-bas où je vais aller, c'est cet objectif que je vais atteindre. Donc la détermination. Deuxièmement, l'optimisme, c'est important. C'est super important parce que si toi-même tu ne crois pas à ton idée, il n'y a personne d'autre qui va pouvoir croire à ta place. Donc être optimiste. Et le troisième point, c'est on a toujours des peurs, on a toujours des craintes, mais si on arrive à s'entourer des bonnes personnes, on arrive à s'entourer des compétences, on peut arriver à atteindre nos objectifs. Donc c'est vraiment les trois que je dirais: focus, optimisme et s'entourer. Et s'entourer des bonnes personnes. Ouais, des bonnes personnes. Pour les jeunes femmes qui arrivent, qui émigrent et qui ne veulent pas, qui ont peur de se lancer en business du fait déjà peut-être de leur couleur et du fait qu'elles sont immigrantes, qu'est-ce que vous leur direz? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'immigration, en fait? Par rapport à mon parcours, déjà, dès que je suis arrivée ici, j'ai tout de suite essayé d'aller dans les organismes de femmes immigrantes. Donc, parce que c'est très important, on se retrouve très vite isolé. Et c'est un pays qu'on ne connaît pas forcément. On a peut-être quitté toute notre famille, nos amis, tout ça dans notre pays d'origine. Donc, vraiment, le conseil que je donnerais aux femmes, déjà, c'est de ne pas rester à la maison toute seule,
éviter l'isolement, aller voir d'autres femmes immigrantes, pas forcément entreprenantes ou entrepreneurs, mais juste d'autres femmes comme toi qui vivent les mêmes réalités que toi, et puis apprendre sur le pays dans lequel on est, l'environnement dans lequel on est, la culture, c'est super important pour justement avoir cette expérience, ce background québécois, et ensuite se lancer en entrepreneuriat, comme je disais avant, avec des organismes qui s'y connaissent. Justement, je suis contente que vous faites allusion à ça parce que, en quelques mots, vous avez parlé de la mission de Bienvenue à l'immigrant. Et justement, c'est ça que Bienvenue à l'immigrant combat. Toute notre action, c'est justement pour contrer cet isolement. Donc, pour permettre aux immigrants de ne pas rester isolés dans leur coin, de se faire connaître, d'en apprendre sur le pays d'accueil, de pouvoir se faire une place, de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir s'épanouir. Donc, je vois que vous rejoignez la mission de BAI. Vous voulez pas être membre BAI? Pourquoi pas? Ce sera volontiers, parce que moi, j'en ai bénéficié quand je suis arrivée, des organismes justement pour les femmes immigrantes. Donc, pourquoi pas moi-même à donner ça au prochain, en fait, tout simplement. Je vous recrute sur le plateau. Volontiers. D'accord. Bien, on est arrivé à la fin de notre entretien. Je te remercie beaucoup pour les belles idées que tu nous as partagées aujourd'hui. Et je suis certaine que beaucoup vont en profiter. Donc, c'est la fin de notre entretien. Et Bienvenue à l'immigrant, vous remercie pour votre attention. Et vous donne rendez-vous à la prochaine causerie. Merci.